Les Hauts de Hurlevent, partie 3, chapitre 8. C'est par une belle matinée de juin que naquit le premier joli poupon que j'eus à élever. Le dernier de l'antique famille Earnshaw. Nous étions occupés à faire les foins dans un pré éloigné, quand la servante qui nous apportait ordinairement notre déjeuner arriva en courant, 1 heure d'avance, à travers la prairie, monta par le sentier. Tout en courant, elle m'appelait. « Oh, un si gros bébé !» cria-t-elle tout essoufflée. « Le plus beau garçon qui ait jamais vu le jour !» Mais le docteur dit que la maîtresse est perdue. Il dit qu'il y a plusieurs mois qu'elle s'en va de la poitrine. Je le lui ai entendu déclarer à M. Hindley. Maintenant qu'elle n'a plus rien pour la soutenir, elle sera morte avant l'hiver. Il faut que vous reveniez sur le champ à la maison. C'est vous qui allez l'élever, Nelly. Vous allez lui donner du lait et du sucre, et prendre soin de lui jour et nuit. Je voudrais bien être à votre place, car il sera tout à fait à vous quand la maîtresse ne sera plus là. Mais est-elle si malade ? Demandai-je en jetant mon râteau et attachant mon chapeau. Je le crois. Pourtant, elle a l'air vaillant, et elle parle comme si elle pensait vivre assez pour voir le bébé devenir un homme. Elle est folle de joie. Il est si beau. Si c'était moi, je suis sûre que je ne mourrais pas. J'irais mieux rien qu'à le regarder, en dépit de Kenneth, qui m'a rendue vraiment furieuse. Dame Archer avait descendu le chérubin au maître dans la salle, et la figure de celui-ci commençait à s'éclaircir, quand ce vieux grognon s'avance et dit « Earnshaw, c'est une bénédiction que l'existence de votre femme ait pu être suffisamment prolongée pour qu'elle vous laisse ce fils. Quand elle est arrivée ici, j'étais convaincu que nous ne la conserverions pas longtemps. Et maintenant, je dois vous en avertir, l'hiver l'achèvera probablement. Ne vous lamentez pas, ne vous désolez pas trop, il n'y a rien à faire. Et puis, vous auriez dû être mieux avisé que de choisir un pareil fétu de fille. » Et qu'a répondu le maître ? Je crois qu'il a répondu par un juron, mais je ne faisais pas attention à lui, je tâchais de voir le bébé. Et elle recommença de le dépeindre avec ravissement. Aussi excitée qu'elle, je courus en hâte vers la maison, afin de l'admirer pour mon compte. J'étais cependant très triste, en pensant à Hindley. Il n'y avait place dans son cœur que pour 2 idoles, sa femme et lui-même. Il chérissait les 2, allait jusqu'à adorer l'une, et je me demandais comment il en pourrait supporter la perte. Quand nous arrivâmes à Hurlevent, nous le trouvâmes à la porte de la façade. En passant, je lui demandai comment allait le bébé. « Presque prêt à courir, Nelly, » répondit-il avec un joyeux sourire. « Et la maîtresse ?» hasardai-je. « Le docteur dit qu'elle est... » Il m'interrompit. « Le diable emporte le docteur !» Et il rougit. « Francis va très bien. Elle sera tout à fait remise d'ici à la semaine prochaine. Vous montez ? Voulez-vous lui dire que je vais venir si elle promet de ne pas parler ? Je l'ai quittée parce qu'elle ne cessait de bavarder, et il faut... Dites-lui que M. Kenneth a prescrit qu'elle reste calme. » Je fis la commission à Mrs. Earnshaw. Elle avait l'air d'avoir un peu d'excitation fiévreuse et répondit gaiement. « J'avais à peine dit un mot, Hélène, que par 2 fois il est sorti en pleurant. Bon, dites-lui que je promets de ne pas parler. Mais cela ne m'engage pas à ne pas lui rire au nez. » Pauvre âme. Jusqu'à la semaine où elle mourut, cette gaieté ne l'abandonna pas. Et son mari persista avec entêtement, avec furie même, à affirmer que sa santé s'améliorait de jour en jour. Quand Kenneth l'avertit qu'à ce stade de la maladie, ses médecines ne servaient plus à rien et qu'il était inutile qu'il continuât à lui faire des dépenses pour la soigner, Hindley répliqua. « Je sais que c'est inutile. Elle va bien. Elle n'a plus besoin de vos soins. Elle n'a jamais été malade de la poitrine. C'était de la fièvre, et c'est passé. Son pouls est aussi tranquille que le mien en ce moment, et sa joue est aussi fraîche que la mienne. » Il fit le même conte à sa femme, et elle parut le croire. Mais une nuit, comme elle s'appuyait sur son épaule et lui disait qu'elle pensait être en état de se lever le lendemain, elle fut prise d'un accès de toux, un accès très léger. Il la souleva dans ses bras, elle lui mit les 2 mains autour du cou,
sa figure changea. Elle était morte. Comme l'avait prévu la servante, le petit Hareton passa complètement dans mes mains. Monsieur Earnshaw, pourvu qu'il le vît bien portant et ne l'entendit jamais crier, était satisfait en ce qui concernait l'enfant. Quant à lui-même, il était au désespoir. Son chagrin était de ceux qui ne se traduisent pas en lamentations. Il ne pleurait ni ne priait. Il se répandait en malédictions et en défis, exécrait Dieu et les hommes et s'abandonnait à une dissipation effrénée. Les domestiques ne purent endurer plus longtemps sa tyrannie et le désordre de sa conduite. Joseph et moi fûmes les deux seuls qui consentirent à rester. Je n'avais pas le courage d'abandonner l'enfant confié à ma charge. De plus, vous savez, j'avais été la sœur de lait de Hindley, et j'excusais plus facilement sa conduite que n'aurait fait une étrangère. Joseph demeura pour tourmenter les fermiers et les ouvriers, et aussi parce que c'était sa vocation d'être là où il y avait beaucoup de perversité à réprouver. Les mauvaises manières du maître et la mauvaise société dont il s'entourait furent un joli exemple pour Catherine et pour Heathcliff. Le traitement infligé à ce dernier eût suffi à faire d'un saint un démon. En vérité, on eût dit, à cette époque, que ce garçon était réellement possédé de quelque esprit diabolique. Il se délectait à voir Hindley se dégrader sans espoir de rémission. Et de jour en jour, la sauvagerie et la férocité de son caractère se marquaient plus fortement. Je ne saurais vous décrire, même d'une façon imparfaite, l'infernale maison où nous vivions. Le pasteur cessa de venir, et l'on peut dire qu'à la fin, plus une personne convenable ne nous approchait, si l'on excepte les visites d'Edgar Linton à Miss Cathy. À 15 ans, elle était la reine de la contrée. Elle n'avait pas sa pareille, et elle devenait hautaine et volontaire. J'avoue que je ne l'aimais guère, lorsqu'elle fut sortie de l'enfance. Et je l'irritais souvent en essayant de dompter son arrogance. Néanmoins, elle ne me prit jamais en aversion. Elle avait une extraordinaire constance pour ses attachements anciens. Heathcliff même conservait sans altération son empire sur ses affections, et le jeune Linton, avec toute sa supériorité, avait de la peine à faire sur elle une impression aussi profonde. Il a été mon ancien maître. Voilà son portrait au-dessus de la cheminée. Autrefois, ce portrait était accroché d'un côté et celui de sa femme de l'autre, mais ce dernier a été enlevé, sans quoi vous auriez pu avoir une idée de ce qu'elle était. Distinguez-vous quelque chose ? Mrs. Dean a levé la chandelle, et j'ai discerné une figure aux traits doux, ressemblant énormément à la jeune femme des Hauts, mais avec une expression plus pensive et plus aimable. C'était un charmant portrait. Les longs cheveux blonds ondulaient un peu sur les tempes, les yeux étaient grands et sérieux, l'ensemble presque trop gracieux. Je ne m'étonnais pas que Catherine Earnshaw eût pu oublier son premier ami pour un être ainsi fait. Mais je me demandais comment lui, s'il avait le tour d'esprit correspondant à son extérieur, avait pu s'éprendre de Catherine Earnshaw, telle que je me la représentais. « C'est un portrait très agréable, » ai-je dit à la femme de charge. « Est-il ressemblant ?»« Oui, mais il était mieux que cela quand il s'animait. Ce que vous voyez là est son air habituel. En général, il manquait d'entrain. » Catherine avait conservé ses relations avec les Linton depuis son séjour de 5 semaines chez eux. Comme elle n'était pas tentée, en leur compagnie, de laisser voir les aspérités de son caractère, et que son bon sens l'aurait fait rougir de se montrer malhonnête alors qu'on lui témoignait une si constante courtoisie, elle imposa, sans y penser, à la vieille dame et au vieux gentleman, par sa sincère cordialité. Elle gagna l'admiration d'Isabelle, le cœur et l'âme de son frère. Conquêtes qui la flattèrent dès le début, car elle était pleine d'ambition, et qui la conduisirent à adopter un double personnage, sans intention précise de tromper personne. Dans la maison où elle entendait traiter Heathcliff de vulgaire jeune coquin, de pire qu'une brute, elle avait soin de ne pas se conduire comme lui, mais chez elle,
elle se sentait peu encline à pratiquer une politesse dont on n'aurait fait que rire et à réfréner sa fougueuse nature, quand cela ne lui aurait valu ni crédit ni louange. M. Edgar avait rarement assez de courage pour venir ouvertement à Hurlevent. Il avait la terreur de la réputation d'Earnshaw et frémissait à l'idée de le rencontrer. Pourtant, nous le recevions toujours aussi poliment que possible. Le maître même évitait de l'offenser, car il connaissait l'objet de ses visites. Et, s'il ne pouvait être gracieux, il se tenait à l'écart. J'incline à croire que sa présence chez nous était désagréable à Catherine. Celle-ci n'avait ni artifice, ni coquetterie, et voyait avec un déplaisir évident toute rencontre entre ces deux amis. En effet, lorsque Heathcliff exprimait son mépris pour Linton en présence de ce dernier, elle ne pouvait pas tomber à moitié d'accord avec lui, comme elle faisait lorsqu'ils étaient seuls. Et quand Linton manifestait son dégoût et son antipathie pour Heathcliff, elle n'osait pas traiter ses sentiments avec indifférence, comme si la dépréciation de son compagnon de jeu eût été pour elle de peu d'importance. J'ai souvent ri de ses perplexités et de ses soucis inavoués qu'elle cherchait vainement à soustraire à mes railleries. Cela semble peu charitable, mais elle était si fière qu'il devenait en vérité impossible d'avoir pitié de ses chagrins, tant qu'elle ne se laisserait pas ramener à plus d'humilité. Elle se décida enfin à avouer et à se confier à moi. Il n'y avait personne d'autre qu'elle pût prendre comme conseiller. Une après-midi, M. Hindley étant sorti, Heathcliff crut pouvoir en profiter pour se donner congé. Il avait alors atteint 16 ans, je crois, et, sans avoir de vilains traits et sans être dépourvu d'intelligence, il trouvait cependant moyen de produire une impression de répulsion morale et physique, dont il ne subsiste pas trace dans son aspect actuel. En premier lieu, il avait à cette époque perdu le bénéfice de son éducation première. Un pénible et incessant travail manuel, commençant chaque jour de bonne heure et finissant tard, avait étouffé la curiosité qu'il avait pu jadis avoir d'acquérir des connaissances, ainsi que le goût des livres ou de l'étude. Le sentiment de supériorité que lui avaient inculqué dans son enfance les faveurs du vieux monsieur Earnshaw s'était éteint. Il lutta longtemps pour se tenir sur un pied d'égalité avec Catherine dans ses études, et ne céda qu'avec un regret poignant, quoique silencieux. Mais il céda complètement, et rien ne put le déterminer à faire un pas pour s'élever dès qu'il se fut aperçu qu'il était condamné à tomber au-dessous du niveau qu'il avait autrefois atteint. Puis l'apparence extérieure s'harmonisa avec la dégradation mentale. Il prit une démarche lourde et un aspect vulgaire. Son humeur, naturellement réservée, s'exagéra jusqu'à une morosité insociable, presque stupide, et il parut trouver un plaisir amer à exciter l'aversion plutôt que l'estime des rares personnes qu'il connaissait. Catherine et lui continuaient d'être toujours ensemble pendant les périodes où son travail lui laissait quelque répit. Mais il avait cessé de lui exprimer sa tendresse par des paroles, et il repoussait avec une colère soupçonneuse ses caresses enfantines, comme s'il se fût rendu compte qu'elle ne pouvait éprouver que peu d'agrément à lui prodiguer de pareilles marques d'affection. Dans la circonstance dont je viens de parler, il entra dans la salle pour annoncer son intention de ne rien faire, tandis que j'aidais Miss Cathy à arranger sa toilette. Elle n'avait pas prévu qu'il lui prendrait fantaisie de rester oisif. Pensant qu'elle aurait la maison à elle seule, elle s'était arrangée pour avertir M. Edgar de l'absence de son frère, et se préparait en ce moment à le recevoir. « Cathy, es-tu occupée cet après-midi » demanda Heathcliff. « Vas-tu quelque part ?»« Non, il pleut, » répondit-elle. « Alors pourquoi as-tu cette robe de soie ? Personne ne doit venir ici, j'espère. » « Pas que je sache, » balbutia Miss. « Mais tu devrais être aux champs à cette heure-ci, Heathcliff. Il y a déjà 1 heure que nous avons fini de dîner. Je te croyais parti. » « Hindley ne nous débarrasse pas si souvent sa maudite présence. Je ne travaillerai plus aujourd'hui. Je vais rester avec toi. »« Oh, mais Joseph le lui dira, » insinua-t-elle. « Tu ferais mieux de t'en aller. »
Joseph est en train de charger de la chaux de l'autre côté des rochers de Penistone. Cela lui prendra jusqu'à la nuit, et il n'en saura rien. » Ce disant, il s'approcha nonchalamment du feu et s'assit. Catherine réfléchit un instant, les sourcils froncés. Elle cherchait à aplanir les voies à l'intrusion prévue. « Isabelle et Edgar Linton ont parlé de venir cet après-midi, » dit-elle après une minute de silence. « Comme il pleut, je ne les attends guère, mais il se peut qu'ils viennent et, dans ce cas, tu cours le risque d'être grondé sans aucun bénéfice. »« Fais-leur dire par Hélène que tu es occupée, Cathy, » insista-t-il. « Ne me mets pas dehors pour ces pitoyables et sots amis. Je suis sur le point, parfois, de me plaindre de ce qu'ils... mais je ne veux pas. »« De ce qu'ils ? Quoi ?» s'écria Catherine, le regardant d'un air troublé. « Oh, Nelly !» ajouta-t-elle vivement en dégageant sa tête de mes mains. « Vous m'avez peignée dans le mauvais sens. Cela suffit. Laissez-moi. De quoi es-tu sur le point de te plaindre, Heathcliff ? » ?»« De rien. Mais regarde l'almanach qui est sur le mur, » dit-il en montrant une feuille encadrée pendue près de la fenêtre. Et il continua. « Les croix indiquent les soirées que tu as passées avec les Linton. Les points celles que tu as passées avec moi. Vois-tu ? J'ai marqué chaque jour. »« Oui, c'est bien absurde, comme si je faisais attention, » répliqua Catherine d'un ton maussade. « Et qu'est-ce que cela prouve ? » ?»« Que je fais attention, moi. »« Et suis-je obligée d'être continuellement avec toi ? » demanda-t-elle avec une irritation croissante. « Quel profit en retirerais-je ? De quoi es-tu capable de parler ? Tu pourrais aussi bien être un muet ou un bébé pour ce que tu dis ou ce que tu fais pour m'amuser. » »« Tu ne m'avais jamais dit que je parlais trop peu ou que ma compagnie te déplaisait, Cathy » s'écria Heathcliff très agité. « Ce n'est pas une compagnie du tout, quand les gens ne savent rien et ne disent rien, » murmura-t-elle. Son compagnon se leva, mais n'eut pas le temps de continuer d'exprimer ses sentiments, car on entendit sur les pavés le pas d'un cheval et, après avoir frappé discrètement, le jeune Linton entra, la figure brillante de joie d'avoir reçu cette invitation inattendue. Certainement Catherine remarqua l'opposition entre ces deux amis, comme l'un entrait et l'autre sortait. Le contraste était analogue à celui qui vous frappe quand vous passez d'un pays minier, morne et montueux, à une belle et fertile vallée. La voix et la manière de saluer n'étaient pas moins dissemblables que l'aspect. Le langage d'Edgar était harmonieux, il parlait sur un ton peu élevé et prononçait ses mots comme vous, c'est-à-dire avec moins de rudesse, avec plus de douceur que nous ne faisions ici. « Je ne suis pas venu trop tôt, n'est-ce pas ? » dit-il, en jetant un regard de mon côté. J'avais commencé à essuyer la vaisselle et à ranger quelques tiroirs dans le buffet, à l'extrémité de la pièce. « Non, » répondit Catherine. « Que faites-vous là, Nelly ? » ?»« Mon ouvrage, miss, » répondis-je. Monsieur Hindley m'avait recommandé d'être toujours entière dans ses visites de Linton à Catherine. Elle s'approcha de moi par derrière et me dit à voix basse avec humeur. « Allez-vous-en avec vos torchons. Quand il y a des visiteurs à la maison, les domestiques ne se mettent pas à frotter et à nettoyer dans la pièce où ils sont. »« C'est une bonne occasion, pendant que le maître est sorti, » répondis-je tout haut. « Il déteste que je m'agite en sa présence au milieu de tous ces objets. Je suis sûre que monsieur Edgar m'excusera. »« Et moi, je déteste que vous vous agitiez en ma présence !» s'écria la jeune fille d'un ton impérieux, sans laisser à son hôte le temps de parler. Elle n'avait pas encore pu retrouver son calme depuis sa petite dispute avec Heathcliff. « Je le regrette, Miss Catherine, » répliquai-je, et je continuai mon travail avec assiduité. Pensant qu'Edgar ne pouvait la voir, elle m'arracha le torchon des mains et me pinça rageusement le bras, en prolongeant la torsion. Je vous ai dit que je ne l'aimais pas, et que je trouvais un certain plaisir à mortifier sa vanité de temps à autre. De plus, elle m'avait fait extrêmement mal. Je me relevai, j'étais à genoux, et m'écriai « Oh, miss, voilà un vilain tour !»
Vous n'avez pas le droit de me pincer et je ne le supporterai pas. Je ne vous ai pas touchée, menteuse, cria-t-elle, les doigts frémissants du désir de recommencer et les oreilles rouges de rage. Elle ne sut jamais cacher sa colère qui toujours enflammait son visage tout entier. « Qu'est-ce que c'est alors que ceci ?» ripostai-je en lui montrant pour la confondre une marque d'un beau rouge sur mon bras. Elle frappa du pied, hésita un instant, puis, irrésistiblement poussée par ses mauvais instincts, me donna une claque cinglante qui me remplit les 2 yeux de larmes. Linton s'interposa. « Catherine, ma chère Catherine, dit-il, très choqué de la double faute de fausseté et de violence que son idole avait commise. « Quittez cette chambre, Hélène !» répéta-t-elle en tremblant des pieds à la tête. Le petit Hareton, qui me suivait toujours partout et était assis par terre près de moi, se mit à pleurer lui-même en voyant mes larmes et se répandit en plaintes contre la méchante tante Cathy, ce qui attira la fureur de celle-ci sur le malheureux enfant. Elle le saisit par les épaules et le secoua tellement fort que le pauvre petit devint livide et qu'Edgar, instinctivement, s'empara des mains de la jeune fille pour le délivrer. En un clin d'œil, l'une des mains fut dégagée, et le jeune homme stupéfait se la sentit appliquer sur la joue d'une manière qui excluait toute idée de plaisanterie. Il recula consterné. Je pris Ayrton dans mes bras et passai avec lui dans la cuisine, laissant ouverte la porte de communication, car j'étais curieuse de voir comment ils régleraient leur querelle. Le visiteur offensé, pâle et les lèvres tremblantes, se dirigea vers l'endroit où il avait posé son chapeau. « Voilà qui est bien, me dis-je. Tenez-vous pour averti et partez. C'est fort aimable à elle de vous donner un aperçu de son véritable caractère. »« Où allez-vous » demanda Catherine en s'avançant vers la porte. Il fit un détour et essaya de passer. « Vous ne vous en irez pas » s'écria-t-elle avec énergie. « Il faut que je parte et je partirai » répliqua-t-il d'une voix faible. « Non » dit-elle avec obstination, en saisissant le bouton de la porte. « Pas encore, Edgar Linton. Asseyez-vous. Vous ne pouvez pas me quitter quand je suis dans un pareil état. Je serai malheureuse toute la nuit et je ne veux pas être malheureuse à cause de vous. »« Puis-je rester après avoir été frappée par vous ?» demanda Linton. Catherine garda le silence. « Vous m'avez donné peur et honte de vous, » continua-t-il. « Je ne reviendrai plus ici. » Les yeux de Catherine commençaient à devenir brillants et ses paupières à battre. « Et vous avez fait un mensonge de propos délibéré, » ajouta-t-il. « Ce n'est pas vrai, » cria-t-elle, recouvrant la parole. « Je n'ai rien fait de propos délibérés. Eh bien, allez, si cela vous plaît, partez. Et maintenant, je vais pleurer. Je vais pleurer à m'en rendre malade. » Elle se laissa tomber à genoux contre une chaise et se mit à pleurer pour de bon. Edgar persévéra dans sa détermination jusqu'à la cour. Là, il hésita. Je résolus de l'encourager. « Miss est terriblement capricieuse, monsieur, » lui criai-je, aussi méchante que ne le fut jamais enfant gâté. « Vous feriez mieux de retourner chez vous, sans quoi elle sera malade, rien que pour nous ennuyer. » Le faible Linton jeta un regard de côté par la fenêtre. Il était aussi peu capable de s'en aller qu'un chat d'abandonner une souris qu'il a à moitié tuée, ou un oiseau qu'il a à moitié dévoré. « Ah, pensai-je, rien ne peut le sauver. Il est condamné et vole à son destin. » C'est ce qui arriva. Il fit brusquement demi-tour, rentra précipitamment dans la salle, ferma la porte derrière lui, et quand je vins, quelque temps après, les avertir qu'Earnshaw était revenu ivre-mort et prêt à mettre la maison sans dessus-dessous, c'était son habitude quand il était dans cet état. Je vis que la querelle n'avait fait que resserrer leur intimité, qu'elle avait brisé la glace de la timidité juvénile, qu'elle leur avait permis de renoncer au déguisement de l'amitié et de s'avouer leur amour. La nouvelle de l'arrivée de M. Hindley fit fuir aussitôt Linton vers son cheval et Catherine dans sa chambre. J'allais cacher le petit Hareton et décharger le fusil de chasse du maître, car,
Dans sa folle excitation, il aimait à jouer avec cette arme, au péril de la vie de ceux qui provoquaient ou simplement attiraient trop son attention. Et j'avais pris le parti d'enlever la charge pour l'empêcher de faire un malheur, s'il allait jusqu'à vouloir tirer. Chapitre 9. Il entra en proférant des jurons effrayants, et me surprit au moment que je cachais son fils dans le buffet de la cuisine. Que Ayrton eût à subir la tendresse de bête fauve de son père ou sa rage de fou furieux, il en éprouvait toujours une terreur salutaire. Car dans un cas, il courait le risque d'être étouffé sous ses embrassements, dans l'autre, celui d'être jeté dans le feu ou lancé contre le mur. Aussi, le pauvre petit être restait-il parfaitement coi partout où il me venait à l'idée de le mettre. « Enfin, je l'ai trouvé !» s'écria Hindley en me tirant en arrière par la peau du cou, comme un chien. « Par le ciel et par l'enfer, vous avez juré, entre vous, de tuer cet enfant. Je comprends maintenant pourquoi je ne le rencontre jamais, mais avec l'aide de Satan, je vous ferai avaler le couteau à découper, Nelly. Il n'y a pas de quoi rire. Je viens de jeter Kenneth la tête la première dans le marais du Cheval Noir. Il n'est pas plus difficile d'en expédier 2 qu'un, et j'ai besoin de tuer quelqu'un de vous. Je n'aurai pas de repos tant que ce ne sera pas fait. Mais je n'aime pas le couteau à découper, monsieur Hindley, répondis-je. Il a servi à préparer les harensorts. Je préférerais être fusillé, si cela vous est égal. Vous préféreriez être damné, et vous le serez. Il n'y a pas de loi en Angleterre qui empêche un homme de tenir sa maison convenablement, et la mienne est abominable. Ouvrez la bouche. Il tenait le couteau dans les mains et en poussa la pointe entre mes dents. Mais, pour ma part, je n'étais jamais bien effrayé de ces divagations. Je crachais, affirmant que le couteau avait un goût détestable, et que je ne le prendrais sous aucun prétexte. « Oh !» dit-il en me lâchant, « je vois que ce hideux petit gredin n'est pas Ayrton. Je vous demande pardon, Nelly. Si c'était lui, il mériterait d'être écorché vif, pour ne pas être accouru me dire bonjour et pour hurler comme si j'étais un fantôme. Petit animal dénaturé. Viens ici. Je t'apprendrai à abuser un père au cœur trop tendre. Dites donc, ne croyez-vous pas que ce gamin serait mieux avec les oreilles coupées? Cela rend les chiens plus féroces, et j'aime la férocité. Donnez-moi des ciseaux. La férocité et l'élégance. Et puis c'est une affectation infernale, une vanité diabolique, de tenir à nos oreilles. Nous sommes assez ânes sans ailes. Chut, enfant, chut. Bon, mon petit chéri. Allons, essuie tes yeux. Tu es un bijou. Embrasse-moi. Quoi? Il ne veut pas? Embrasse-moi, Ayrton. Le diable t'emporte. Embrasse-moi. Pardieu, comme si j'allais élever un pareil monstre. Aussi sûr que je vis, je vais tordre le cou à ce marmot. Le pauvre Ayrton poussait des cris et se débattait de toutes ses forces dans les bras de son père. Il redoubla ses hurlements quand Hindley l'emporta en haut de l'escalier et le tint suspendu par-dessus la balustrade. Je lui criais que la peur allait donner des convulsions à l'enfant et me précipitais pour porter secours à celui-ci. Comme j'arrivais près d'eux, Hindley se penchait sur la rampe pour écouter un bruit en bas. Il oubliait presque ce qu'il avait dans les bras. « Qui est là ?» demanda-t-il en entendant quelqu'un approcher du pied de l'escalier. Je me penchai aussi, dans l'intention de faire signe à Heathcliff, dont j'avais reconnu le pas, de ne pas avancer. Au moment que je quittais Ayrton de l'œil, l'enfant fit un effort brusque, se dégagea des mains négligentes qui le retenaient, et tomba. À peine avions-nous eu le temps de tressaillir d'horreur que déjà nous voyions que le petit malheureux était sain et sauf. Heathcliff était arrivé en bas juste à l'instant critique. D'un mouvement instinctif, il l'arrêta au vol et, le mettant sur ses pieds, regarda en l'air pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est débarrassé pour 5 shillings d'un bon billet de loterie et qui découvre le lendemain qu'il a perdu au marché 5000 livres n'aurait pas l'air plus décontenancé que Heathcliff quand il aperçut en haut la silhouette de M. Earnshaw. Son visage refléta, plus clairement que n'eussent pu l'exprimer des paroles, l'intense angoisse de s'être fait lui-même l'instrument de l'opposition à sa vengeance. S'il eût fait nuit, je crois qu'il aurait essayé de réparer son erreur
en écrasant le crâne de Ayrton sur les marches. Mais nous avions été témoins du sauvetage et j'étais déjà en bas, pressant sur mon cœur l'enfant dont j'avais la charge précieuse. Hindley descendit plus posément, dégrisé et confus. « C'est votre faute, Hélène, dit-il. Vous auriez dû le tenir hors de ma vue. Vous auriez dû me le retirer. Est-il blessé ?»« Blessé ?» m'écriai-je avec colère. « S'il n'est pas tué, il en restera idiot. Oh, je m'étonne que sa mère ne sorte pas de sa tombe pour voir ce que vous faites de lui. Vous êtes pire qu'un païen. Traitez de cette façon votre chair et votre sang. » Il essaya de toucher l'enfant qui, en se sentant avec moi, avait aussitôt cessé ses sanglots de terreur. Mais, au premier doigt que son père posa sur lui, il recommença à crier de plus belle, et se débattit comme s'il allait entrer en convulsion. « Ne le touchez pas, repris-je. Il vous hait, tout le monde vous hait. Voilà la vérité. Une heureuse famille que vous avez là, et un bel état que celui auquel vous êtes arrivé. »« J'arriverai à mieux encore, Nelly, » ricana cet homme égaré, recouvrant toute sa dureté. « À présent, allez-vous-en et emportez-le. Et toi, Heathcliff, écoute-moi. Mets-toi bien hors de ma portée et que je ne t'entende pas. Je ne voudrais pas te tuer cette nuit, à moins, peut-être, que je ne mette le feu à la maison. Mais cela dépendra de ma fantaisie. » Sur ce, il prit une bouteille de brandy dans le buffet et s'en versa un grand verre. « Non, ne buvez pas, suppliai-je. Monsieur Hindley, prenez garde. Ayez pitié de ce malheureux enfant si vous ne vous souciez pas de vous-même. »« N'importe qui vaudra mieux pour lui que moi-même, » répondit-il. « Ayez pitié de votre âme, dis-je, en essayant de lui arracher le verre de la main. Moi, au contraire, j'aurais grand plaisir à l'envoyer à la perdition pour punir son créateur, s'écria le blasphémateur. Voilà pour sa cordiale damnation. Il avala la liqueur et nous ordonna avec impatience de disparaître, en achevant sa sommation par une suite d'horribles imprécations, trop affreuses pour que je les répète, ou même que je m'en souvienne. « C'est dommage qu'il ne puisse se tuer à force de boire, » observa Heathcliff, en lui renvoyant ses malédictions dans un murmure, quand la porte fut fermée. « Il fait bien tout ce qu'il peut, mais sa constitution est la plus forte. Monsieur Kenneth offre de parier sa jument qu'il survivra à tous ceux qui habitent de ce côté-ci de Gimmerton, et qu'il ne descendra dans la tombe que pêcheur blanchi par l'âge, à moins de quelque heureux hasard en dehors du cours naturel des choses. » J'entrai dans la cuisine et m'assis pour endormir doucement mon petit agneau. Heathcliff, croyais-je, était allé dans la grange. Je compris plus tard qu'il avait simplement passé derrière le banc à haut dossier. Il s'était jeté sur une banquette le long du mur, loin du feu, et y demeurait silencieux. Je berçais Ayrton sur mes genoux en fredonnant une chanson qui commençait ainsi. Sous le plancher, les souris entendaient, en pleine nuit, les bébés qui pleuraient. Quand Miss Cathy, qui de sa chambre avait écouté l'altercation, passa la tête et murmura. « Êtes-vous seule, Nelly ?»« Oui, miss, répondis-je. » Elle entra et s'approcha du foyer. Je la regardai, supposant qu'elle allait dire quelque chose. Sa physionomie semblait troublée et inquiète. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, comme si elle voulait parler. Mais, au lieu d'une phrase, ce fut un soupir qui s'en échappa. Je repris ma chanson. Je n'avais pas oublié ses récents faits et gestes. « Où est Heathcliff ?» demanda-t-elle en m'interrompant. « À son travail à l'écurie. » Il ne me contredit pas. Peut-être somnolait-il. Un autre long silence suivit, pendant lequel j'aperçus une larme ou deux couler de la joue de Catherine sur les dalles. « Regrette-t-elle sa honteuse conduite ?» me demandai-je. Ce serait une nouveauté. Mais elle en arrivera au fait comme elle voudra. Ce n'est pas moi qui l'aiderai. Non, elle s'inquiétait peu de tout ce qui ne la concernait pas personnellement. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-elle enfin, « je suis bien malheureuse. »« C'est grand dommage, observai-je. Vous êtes difficile à contenter. Tant d'amis,
si peu de soucis, et vous n'arrivez pas à être satisfaite. Nelly, voulez-vous me garder un secret? Poursuivit-elle en s'agenouillant près de moi et levant vers les miens ses yeux câlins, avec un de ces regards qui chassent l'humeur, même quand on a toutes les raisons du monde d'en avoir. Vaut-il la peine qu'on le garde? Demandai-je avec moins de maussaderie. Oui, puis il me tourmente, et il faut que je m'en soulage. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Aujourd'hui, Edgar Linton m'a demandé si je voulais l'épouser. Et je lui ai donné une réponse. Eh bien, avant que je vous dise si c'était un consentement ou un refus, dites-moi ce que cela aurait dû être. Vraiment, Miss Catherine, comment puis-je le savoir? Certes, après le spectacle que vous lui avez offert cet après-midi, je pourrais affirmer qu'il eût été sage de refuser. Puisqu'il vous a demandé néanmoins, il faut qu'il soit ou d'une stupidité incurable ou d'une témérité folle. Si vous parlez ainsi, je ne vous dirai plus rien, répliqua-t-elle d'un air piqué, en se relevant. J'ai accepté, Nelly. Vite, dites-moi si j'ai eu tort. Vous avez accepté? Alors à quoi bon discuter? Vous avez engagé votre parole et vous ne pouvez pas vous rétracter. Mais dites-moi si j'ai bien fait, dites! S'écria-t-elle avec irritation, en se frottant les mains et fronçant les sourcils. Il y a plusieurs choses à considérer avant que de pouvoir répondre convenablement à cette question, dis-je sentencieusement. D'abord, et avant tout, aimez-vous monsieur Edgar? Qui ne l'aimerait? Naturellement, je l'aime. Alors, je lui fis subir le questionnaire suivant. Pour une fille de 22 ans, ce n'était pas trop déraisonnable. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy? Quelle question? Je l'aime, cela suffit. Pas du tout. Il faut dire pourquoi. Eh bien, parce qu'il est bien de sa personne et que sa société est agréable. Mauvais, fut mon commentaire. Et parce qu'il est jeune et gai. Mauvais encore. Et parce qu'il m'aime. Sans intérêt après vos précédentes raisons. Et qu'il sera riche, et que je serai contente d'être la plus grande dame du pays, et que je serai fière d'avoir un tel mari. Pis que tout. Et maintenant, dites-moi comment vous l'aimez? Comme tout le monde aime? Vous êtes sotte, Nelly. Pas du tout. Répondez. J'aime le sol qu'il foule, l'air qu'il respire, et tout ce qu'il touche et tout ce qu'il dit. J'aime tous ses regards et tous ses gestes. Je l'aime entièrement et complètement. Voilà. Et pourquoi? Ah non, vous plaisantez. C'est extrêmement méchant. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi, dit la jeune fille, qui se renfrogna et se tourna vers le feu. Je suis bien loin de plaisanter, Miss Catherine, répliquai-je. Vous aimez monsieur Edgar parce qu'il est bien de sa personne, qu'il est jeune, gai, riche, et qu'il vous aime. Cette dernière raison, d'ailleurs, ne vaut rien. Vous l'aimeriez probablement sans cela, et même avec cela, vous ne l'aimeriez pas, s'il n'avait les 4 premiers attraits. Non, certainement pas. J'aurais simplement pitié de lui. Je le détesterais peut-être, s'il était laid et rustre. Mais il y a beaucoup d'autres jeunes gens bien tournés et riches de par le monde, mieux tournés peut-être et plus riches que lui. Qu'est-ce qui vous empêcherait de les aimer? S'il y en a, ils ne sont pas sur mon chemin. Je n'ai pas rencontré le pareil d'Edgar. Il peut se faire que vous le rencontriez, et puis il ne sera pas toujours beau et jeune, et il peut n'être pas toujours riche. Il l'est pour le moment, et je n'ai à m'occuper que du présent. Je voudrais vous entendre parler avec un peu de bon sens. Bon, voilà qui tranche la question. Si vous n'avez à vous occuper que du présent, épousez M. Linton. Je n'ai pas besoin de votre permission pour cela. Je l'épouserai. Mais en fin de compte, vous ne m'avez pas dit si j'avais raison. Parfaitement raison, si l'on a raison de se marier seulement pour le présent. Et maintenant, voyons pourquoi vous êtes malheureuse. Votre frère sera content. Les vieux parents ne feront pas d'objection, je pense. Vous quitterez une maison sans ordre et sans confort pour une maison opulente et respectable. Vous aimez Edgar, et Edgar vous aime. Tout m'a l'air simple et facile. Où est l'obstacle? Ici, et ici,
répondit Catherine en se frappant d'une main le front et de l'autre la poitrine. Partout où vit l'âme, en mon âme et conscience, je suis convaincue que j'ai tort. Voilà qui est étrange. Je ne comprends pas. C'est mon secret. Mais si vous voulez bien ne pas vous moquer de moi, je vais vous l'expliquer. Je ne puis le faire nettement, mais je vous donnerai une idée de ce que j'éprouve. Elle se rassit près de moi. Sa figure devint plus triste et plus grave. Ses mains jointes tremblaient. « Nelly, ne faites-vous jamais de rêves singuliers ?» dit-elle tout à coup, après quelques minutes de réflexion. « Si, de temps à autre. »« Et moi aussi. J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a plus jamais quitté et qui ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi comme le vin dans l'eau et ont altéré la couleur de mon esprit. En voici un. Je vais vous le raconter, mais ayez soin de ne sourire à aucun de ces détails. »« Oh, ne dites rien, Miss Catherine, m'écriai-je. Notre vie est déjà assez lugubre, sans que nous allions évoquer des fantômes et des visions pour nous troubler. Allons, allons, soyez gai, soyez vous-même. Regardez le petit Hareton, il ne rêve à rien de sinistre, lui. Comme il sourit gentiment dans son sommeil. Oui, et comme son père jure gentiment dans sa solitude. Vous vous souvenez de lui, certainement, quand il était tout pareil à ce petit être joufflu, presque aussi jeune et aussi innocent. Mais, Nelly, je vous obligerai d'écouter. Ce n'est pas long, et je suis incapable d'être gai ce soir. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, répétai-je vivement. J'étais superstitieuse aux rêves, en ce temps-là, et je le suis encore. Puis Catherine avait un air qui ne lui était pas habituel et qui me faisait craindre quelque chose où je verrais une prophétie, où je trouverais l'annonce d'une terrible catastrophe. Elle fut vexée, mais ne continua pas. Elle eut l'air d'aborder un autre sujet, puis bientôt après recommença. « Si j'étais au ciel, Nelly, je serais bien misérable. »« Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller, répondis-je. Tous les pécheurs seraient misérables au ciel. »« Mais ce n'est pas pour cela. J'ai rêvé une fois que j'y étais. »« Je vous ai dit que je ne voulais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher, protestai-je en l'interrompant de nouveau. Elle se mit à rire et me força de rester assise, car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise. « Celui-ci est moins que rien, s'écria-t-elle. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure. Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande, sur le sommet des hauts de Hurlevent, où je me réveillais en sanglotant de joie. Voilà qui vous expliquera mon secret aussi bien qu'aurait fait mon autre rêve. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff. Aussi ne sera-t-il jamais comme je l'aime. Et cela, non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune, d'un éclair ou que la gelée du feu. » Avant qu'elle eût terminé ce discours, je m'étais convaincue de la présence de Heathcliff. Ayant remarqué un léger mouvement, je tournai la tête et le vis se lever de la banquette, puis se glisser dehors sans bruit. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'elle se dégraderait en l'épousant, et n'était pas resté pour en entendre davantage. Le dossier du grand banc empêcha ma compagne, assise par terre, de remarquer sa présence et son départ. Mais je tressaillis et lui fis « Chut !»« Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Joseph est là, répondis-je. J'avais saisi à point nommé le roulement de sa charrette sur la route. Heathcliff va rentrer avec lui. Je me demande s'il ne serait pas à la porte en ce moment. « Oh, il n'aurait pas pu m'entendre de la porte. Donnez-moi Hareton, tandis que vous préparerez le repas et, quand ce sera prêt, invitez-moi à souper avec vous.
J'ai besoin de tromper ma conscience troublée et de me persuader que Heathcliff n'a aucune idée de tout cela. Il n'en a aucune, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous, et si c'est vous qui l'a choisi, il sera l'être le plus infortuné qui soit jamais venu au monde. Du jour que vous deviendrez Mrs. Linton, il perdra amitié, amour, tout. Avez-vous songé à la manière dont vous supporterez la séparation, et dont lui supportera d'être tout à fait abandonné sur cette terre? Parce que, Miss Catherine... Lui, tout à fait abandonné? Nous séparer? S'écria-t-elle avec indignation. Qui nous séparerait, je vous prie? Celui-là aurait le sort de Milone de Croton. Aussi longtemps que je vivrai, Hélène, aucun mortel n'y parviendra. Tous les Linton de la terre pourraient être anéantis avant que je consente à abandonner Heathcliff. Oh, ce n'est pas ce que j'entends. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais pas devenir Mrs. Linton à ce prix-là. Il sera pour moi tout ce qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie et le tolérer tout au moins. Il le fera, quand il connaîtra mes vrais sentiments pour Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant, vous me considérez comme une misérable égoïste. Mais n'avez-vous jamais eu la pensée que, si Heathcliff et moi nous marions, nous serions des mendiants, tandis que, si j'épouse Linton, je puis aider Heathcliff à se relever et le soustraire au pouvoir de mon frère? Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine? Vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger, il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. Pas du tout, c'est le meilleur. Les autres n'intéressaient que la satisfaction de mes caprices et aussi celle d'Edgar. Mais celui-là intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement vous avez, comme tout le monde, une vague idée qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créée si j'étais tout entière contenue dans ce que vous voyez ici? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurât, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente, mais nécessité. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation. Elle est impossible et... Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout. Si je puis tirer un sens de tous vos non-sens, Miss, dis-je, ils ne font que me convaincre que vous ignorez les devoirs qu'on assume en se mariant, ou bien que vous êtes une fille pervertie et sans principe. Mais ne m'importunez plus avec d'autres secrets. Je ne promets pas de les garder. « Vous garderez celui-là » demanda-t-elle vivement. « Non, je ne promets rien, » répétai-je. Elle allait insister, quand l'entrée de Joseph mit fin à notre conversation. Catherine transporta son siège dans un coin et dorlota Hareton pendant que je préparais le souper. Quand il fut prêt, Joseph et moi commençâmes à disputer pour savoir qui se chargerait de porter à manger à M. Hindley. La question fut tranchée quand tout fut presque froid. À ce moment, nous convînmes de le laisser venir demander lui-même s'il désirait quelque chose, car nous craignions particulièrement de paraître devant lui quand il était resté quelque temps seul. « Et comment que ce propre à rien n'y est pas corps venu des champs à cette heure-ci »
Que qui fait, ce grand feignant? Demanda le vieillard en cherchant des yeux Heathcliff. Je vais l'appeler, dis-je. Il est dans la grange, j'en suis sûr. Je sortis et j'appelai, mais n'obtins pas de réponse. En revenant, je chuchotai à l'oreille de Catherine qu'il avait certainement entendu une bonne partie de ce qu'elle avait dit, et je lui racontai comment je l'avais vue quitter la cuisine juste au moment qu'elle se plaignait de la conduite de son frère envers lui. Elle sauta debout, tout alarmée, jeta Ayrton sur le banc et courut chercher elle-même son ami. Sans prendre le temps de se demander pourquoi elle était si bouleversée, ni en quoi ses paroles pouvaient avoir affecté Heathcliff. Elle fut absente si longtemps que Joseph proposa de ne pas continuer d'attendre. Il conjectura finalement qu'il restait dehors pour éviter de subir son interminable bénédicité. Ils étaient assez mauvais pour être capables de toutes les vilaines manières, affirma-t-il. À leur intention, il ajouta ce soir-là une prière spéciale à son habituelle supplication d'un quart d'heure avant chaque repas, et il en aurait encore ajouté une autre à la fin des grâces, si sa jeune maîtresse ne s'était précipitée sur lui en lui ordonnant en hâte de descendre sur la route en courant, de découvrir Heathcliff, en quelque endroit qu'il rôdât, et de le faire aussitôt rentrer. « J'ai besoin de lui parler. Il faut que je lui parle avant de monter, dit-elle. La barrière est ouverte. Il est quelque part trop loin pour entendre, car il n'a pas répondu, bien que j'aie crié de toutes mes forces du haut du parc à moutons. » Joseph commença par faire des objections, mais elle prenait la chose trop à cœur pour supporter la contradiction. Il se décida à mettre son chapeau sur sa tête et à partir en bougonnant. Pendant ce temps, Catherine marchait de long en large. « Je me demande où il est, s'écria-t-elle. Je me demande où il peut être. Qu'ai-je dit, Nelly? J'ai oublié. A-t-il été peiné de ma mauvaise humeur cet après-midi? Mon Dieu, dites-moi ce qui a pu le fâcher dans mes paroles. Je voudrais bien qu'il revînt. Je le voudrais bien. » « Que voilà du bruit pour rien, répondis-je, quoique assez inquiète moi-même. Vous vous effrayez de bien peu de choses. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer beaucoup parce que Heathcliff s'est offert une promenade au clair de lune, ou parce qu'il est couché dans le grenier à foin, de trop mauvaise humeur pour nous parler. Je parierais qu'il est caché par là. Vous allez voir si je ne le déniche pas. Je sortis pour recommencer mes recherches. Je n'en rapportais que du désappointement, et celles de Joseph eurent le même résultat. « Ce gaillard-là, il se fait pire tous les jours, » observa-t-il en rentrant. « Il a laissé la barrière grande ouverte, et le poney de Miss, il a foulé 2 rangs de blé, en les traversant pour s'en aller direct dans le pré. Bien sûr que le maître y fera une vie de tous les diables demain matin, et il n'y aura point tort. Il est la patience même pour des créatures aussi négligentes et aussi odieuses. Il est la patience même. Mais ça ne durera pas toujours. Vous verrez, vous tous. Faudrait pas le mettre hors de lui. Ah, mais non. »« Avez-vous trouvé Heathcliff, Anne que vous êtes ?» interrompit Catherine. « L'avez-vous cherché, comme je vous en ai donné l'ordre ?»« J'aimerions mieux chercher le cheval, » répliqua-t-il. « Ce serait plus sensé. Mais je ne pourrions chercher ni le cheval ni l'homme par une nuit comme celle-ci, aussi noire comme une cheminée. Et Heathcliff n'est pas un gars à venir à mon sifflet. Peut-être ben qui serait moins dur d'oreille avec vous. » C'était en effet une soirée très sombre pour l'été. Les nuages paraissaient présager l'orage, et je déclarai que ce que nous avions tous de mieux à faire était de rester tranquilles. La pluie qui menaçait ne manquerait pas de le ramener à la maison sans que nous eussions à nous donner d'autres peines. Néanmoins, Catherine ne se laissa pas persuader de se calmer. Elle continua d'aller et venir, de la barrière à la porte de la maison, dans un état d'agitation qui ne lui permettait pas de repos. À la fin, elle adopta un poste permanent le long du mur, près de la route. Elle resta là, sans se soucier de mes remontrances, ni du tonnerre qui grondait, ni des grosses gouttes qui commençaient à s'aplatir autour d'elle. De temps à autre, elle appelait, puis elle écoutait, et ensuite se mettait à pleurer tant qu'elle pouvait. Ce fut une bonne crise de colère et de larmes, où elle surpassa Ayrton ou n'importe quel enfant. Vers minuit, alors que nous n'étions pas encore couchés,
l'orage vint s'abattre en pleine furie sur les hauts. L'ouragan et le tonnerre faisaient rage et, sous l'effet du vent ou de la foudre, un arbre se fendit en deux à l'angle de la maison. Une énorme branche fut précipitée en travers du toit et démolit une partie du corps de cheminée de l'est, en envoyant une pluie de pierres et de suie dans le foyer de la cuisine. Nous crûmes que la foudre était tombée au milieu de nous. Joseph s'affaissa sur les genoux, priant le Seigneur de se souvenir des patriarches Noé et Lot, et, comme autrefois, d'épargner les bons tout en frappant les impies. J'eus, moi aussi, un peu le sentiment que ce devait être un jugement à notre adresse. Le Jonas, dans mon esprit, était M. Earnshaw, et je secouai le bouton de la porte de sa tanière pour m'assurer qu'il était encore vivant. Il répondit assez distinctement, d'une manière qui provoqua chez mon compagnon un renouveau de vocifération encore plus bruyante, à l'effet de solliciter une distinction bien nette entre les bons chrétiens comme lui et les pécheurs comme son maître. Mais la tempête passa en 20 minutes, nous laissant tous indemnes, à l'exception de Cathy, qui fut complètement trempée par suite de son obstination à refuser de se mettre à l'abri et à rester dehors sans chapeau et sans châle pour recevoir autant d'eau qu'en purent absorber ses cheveux et ses vêtements. Elle rentra enfin et s'étendit sur le banc, mouillée comme elle l'était, le visage tourné vers le dossier et caché dans ses mains. « Voyons, Miss, m'écriai-je en lui touchant l'épaule, vous n'avez pas juré d'attraper la mort, j'espère. Savez-vous l'heure qu'il est ? 00:30. Allons, venez vous coucher. Il est inutile d'attendre plus longtemps cet absurde garçon. Il sera allé à Gimmerton, et il va y rester maintenant. Il a bien dû penser que nous n'aurions pas veillé pour lui si tard. Ou, du moins, il a dû penser que seul M. Hindley aurait été encore debout, et il a préféré éviter de se voir ouvrir la porte par le maître. »« Non, non, y est point à Gimmerton, » dit Joseph. « Il serait point étonnant qu'il soit au fond d'une fondrière. Cette visitation céleste n'a pas été pour rien, et je vous conseillons de faire attention, Miss. Ce sera votre tour la prochaine fois. Le ciel soit loué pour toutes choses. Tout conspire au bien de ceux qui sont élus et soustraits au contact de la racaille. Vous savez ce que l'Écriture y dit. » Et il se mit à citer différents textes en nous renvoyant aux chapitres et aux versets où nous pourrions les trouver. Après avoir vainement supplié l'obstinée jeune fille de se lever et d'enlever ses vêtements mouillés, je les laissai, lui prêchant, elle grelottant, et je m'en allai au lit avec le petit Ayrton, qui dormait aussi profondément que si tout le monde en eût fait autant autour de lui. J'entendis Joseph lire encore un moment, puis je distinguai son pas lent sur l'échelle, et je m'endormis. En descendant un peu plus tard que de coutume, je vis, à la lueur des rayons du soleil qui filtraient à travers les fentes des volets, Miss Catherine, toujours assise, près de la cheminée. La porte de la salle était entr'ouverte. La lumière pénétrait par les fenêtres qui n'avaient pas été fermées. Hindley venait d'en sortir et se tenait debout devant le foyer de la cuisine, hagard et somnolent. « Qu'as-tu, Cathy ?» disait-il au moment que j'entrais. « Tu as l'air aussi lugubre qu'un petit chien noyé. Pourquoi es-tu si abattue et si pâle, mon enfant ?»« J'ai été mouillée, » répondit-elle avec hésitation. « Et j'ai eu froid. Voilà tout. »« Oh, elle est insupportable !» m'écriai-je en voyant que le maître était à peu près de sang-froid. « Elle est restée plantée sous l'averse d'hier soir, et elle a passé toute la nuit ici, sans que j'aie pu la faire bouger. » M. Earnshaw nous regarda avec surprise. « Toute la nuit ?» répéta-t-il. « Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller se coucher ? Pas la crainte du tonnerre, certainement. Il y avait plusieurs heures qu'il avait cessé. » Aucune de nous deux n'avait envie de faire remarquer l'absence de Heathcliff tant qu'il serait possible de la dissimuler. Aussi répondis-je que je ne savais quelle idée elle avait eue de ne pas être allée se mettre au lit, et elle ne dit rien. La matinée était fraîche. J'ouvris la fenêtre, et aussitôt la pièce se remplit des douces senteurs du jardin. Mais Catherine m'appela d'un ton grognon. « Hélène, fermez la fenêtre, je grelotte. » Et ses dents claquaient, tandis qu'elle se pelotonnait le plus près possible des tisons presque éteints.
Elle est malade, dit Hindley en lui prenant le poignet. Je suppose que c'est la raison pourquoi elle n'a pas voulu aller se coucher. Le diable l'emporte. Je ne veux pas être encore ennuyé par une nouvelle maladie ici. Pourquoi t'es-tu mise à la pluie? Et courait après les gars, comme d'ordinaire, croassa Joseph, qui profita de notre hésitation pour faire intervenir sa mauvaise langue. Si j'étions que de vous, maître, je lui fermerions la porte au nez à tous, tout doucettement et tout simplement. Vous ne pouvez point vous en aller une journée sans que ce chat de Linton y vienne se glisser ici. Et Miss Nelly, en v'là une belle fille. Et se met aux aguets dans la cuisine. Sitôt que vous entrez par une porte, Linton y sort par l'autre. Et alors, notre grande dame, elle va faire sa cour de son côté. C'est une jolie conduite, drôder dans les champs à minuit passé avec cet affreux démon, ce bohémien Heathcliff. Ils croient que je sont aveugle, mais je le sens point, non, point du tout. J'en vu le jeune Linton arriver et partir, et je vous en vu. Il s'adressait à moi. Tous, propres à rien, sale sorcière. Vous précipitez dans la salle, à la même minute où que vous avez entendu les pas du cheval du maître claquer dessus la route. Silence, écouteurs aux portes, cria Catherine. Pas de ces insolences devant moi. Edgar Linton est venu hier par hasard, Hindley, et c'est moi qui lui ai dit de s'en aller, parce que je savais que tu n'aurais pas aimé à le rencontrer dans l'état où tu étais. Tu mens, Cathy, sans aucun doute, répondit son frère, et tu es d'une bêtise sans nom. Mais peu m'importe, Linton, pour le moment. Dis-moi, n'étais-tu pas avec Heathcliff la nuit dernière? Dis-moi la vérité maintenant. Tu n'as pas à craindre de lui nuire. Quoique je le déteste autant que jamais, il m'a rendu, il n'y a pas longtemps, un service tel que j'aurais scrupule de lui tordre le cou. Pour ne pas en être tenté, je vais l'expédier à son travail dès ce matin. Quand il sera parti, je vous conseille à tous de faire attention. Je n'en aurai que plus d'humeur à votre disposition. Je n'ai pas vu Heathcliff la nuit dernière, répondit Catherine en se mettant à pleurer amèrement. Et si tu le mets à la porte, je m'en irai avec lui. Mais en auras-tu l'occasion? Il est peut-être parti. Là, elle ne put réprimer son chagrin qui éclata, et le reste de ses paroles ne fut plus que son inarticulé. Hindley versa sur elle un torrent d'injures méprisantes et lui dit d'aller sur-le-champ dans sa chambre, sans quoi il lui fournirait de bonnes raisons de pleurer. Je l'obligeai d'obéir, et je n'oublierai jamais la scène qu'elle fit quand nous fûmes remontés. J'en fus épouvanté. Je crus qu'elle devenait folle, et je dis à Joseph de courir chercher le docteur. C'était un commencement de délire. M. Kenneth, dès qu'il la vit, la déclara dangereusement malade. Elle avait une fièvre. Il la saigna et me prescrivit de ne lui donner que du gruau d'eau et de petit lait, et de faire attention qu'elle ne se jette pas par-dessus la rampe de l'escalier ou par la fenêtre. Puis il partit, car il avait pas mal à faire dans la paroisse, où les habitations étaient en général distantes l'une de l'autre de 2 ou 3 milles. Bien que je ne puisse prétendre avoir été une garde très douce, et que ni Joseph ni le maître ne valussent mieux, bien que notre patiente fût aussi fatigante et entêtée qu'une patiente peut l'être, elle triompha pourtant du mal. La vieille Mrs. Linton nous fit plusieurs visites, naturellement, voulut tout redresser, nous morigéna et nous donna à tous des ordres. Quand Catherine fut entrée en convalescence, elle insista pour l'emmener à Thrushcross Grange. Nous lui fûmes très reconnaissants de cette délivrance. Mais la pauvre dame eut sujet de regretter sa bonté. Elle et son mari prirent tous deux la fièvre et moururent à peu de jours d'intervalle. Notre jeune personne nous revint plus insolente, plus irascible et plus hautaine que jamais. Nous n'avions plus entendu parler de Heathcliff depuis le soir de l'orage. Un jour qu'elle m'avait par trop impatienté, j'eus le malheur de rejeter sur elle toute la responsabilité de sa disparition, ce qui était d'ailleurs la vérité, comme elle le savait fort bien. Depuis ce moment, pendant plusieurs mois, elle cessa tout rapport avec moi, autre que ceux qu'on a avec une simple domestique. Le même interdit frappa Joseph. Il fallait toujours qu'il donnât son avis et la sermonnât, absolument comme si elle était une petite fille.
Or, elle se regardait comme une femme, comme notre maîtresse, et elle pensait que sa récente maladie lui donnait le droit d'être traitée avec considération. Puis, le docteur avait dit qu'elle ne supporterait pas la contrariété. On devait la laisser faire à sa guise. Et ce n'était rien de moins qu'un meurtre, à ses yeux, de prétendre lui résister ou la contredire. Elle se tenait à l'écart de M. Earnshaw et de ses compagnons. Chapitré par Kenneth et rendu prudent par les menaces d'accès qui accompagnaient souvent ses colères, son frère lui accordait tout ce qui lui prenait fantaisie de demander et, en général, évitait d'exciter son caractère emporté. Il était plutôt trop indulgent à ses caprices, non par affection, mais par orgueil. Il désirait vivement de lui voir apporter de l'honneur à la famille par une alliance avec les Linton et, pourvu qu'elle le laissât tranquille, elle pouvait bien nous piétiner comme des esclaves, il n'en avait cure. Edgar Linton, comme tant d'autres l'ont été avant lui et le seront après lui, était aveuglé. Il se crut l'homme le plus heureux du monde le jour qu'il la conduisit à la chapelle de Gimmerton, 3 ans après la mort de son père. Bien à contre-cœur, je me laissai persuader de quitter Hurlevent et de la suivre ici. Le petit Hareton avait à peine 5 ans, et je venais de commencer à lui apprendre ses lettres. Notre séparation fut triste. Mais les larmes de Catherine eurent plus d'empire que les nôtres. Quand je refusai de partir et qu'elle vit que ses prières ne m'ébranlaient pas, elle alla se lamenter auprès de son mari et de son frère. Le premier m'offrit des gages magnifiques. L'autre m'ordonna de faire mes paquets. Il n'avait plus besoin de femme dans la maison, dit-il, maintenant qu'il n'y avait plus de maîtresse. Quant à Hareton, le pasteur se chargerait bientôt de lui. Ainsi, je n'eus pas d'autre parti à prendre que de faire ce qu'on m'imposait. Je déclarai à mon maître qu'il ne se débarrassait de tout ce qu'il y avait de convenable dans la maison que pour courir un peu plus vite à sa ruine. J'embrassai Hareton et lui dis adieu, et depuis lors, il a été pour moi un étranger. C'est une chose étrange à penser, mais je ne doute pas qu'il n'ait tout oublié d'Hélène Dean, et n'ignore qu'il était pour elle, et qu'elle était pour lui, plus que le monde entier. À cet endroit de son récit, ma femme de charge est venue à jeter un coup d'œil sur la pendule de la cheminée et a été stupéfaite en voyant les aiguilles marquer 1h30. Elle n'a pas voulu entendre parler de rester une seconde de plus. À vrai dire, je me sentais moi-même disposé à remettre la suite de l'histoire. Maintenant qu'elle a disparu pour reposer et que j'ai encore médité pendant 1 heure ou 2, je vais rassembler mon courage pour aller me coucher aussi, en dépit d'une douloureuse paresse de la tête et des membres.